Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette neuvième session de notre campagne de communication autour des programmes européens de recherche et innovation. Cette séance, elle portera sur les volets agriculture, agroalimentaire et bioéconomie du volet des transitions sociétales. L'atelier, la séance sera animée par Lydia Bruno, chargée de projet européen au sein du pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous pourrez échanger via le chat, poser vos questions, échanger. Les questions seront remontées au fur et à mesure tout au long de cette session. La session sera également sous peu disponible en replay. Et finalement, je rappelle que cette séance se déroule dans le respect du protocole sanitaire actuellement en vigueur. Bonne séance à vous et à tout à l'heure. Et donc bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle session de présentation des programmes Horizon Europe organisée par les acteurs de la recherche et de l'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la session de ce matin porte sur les thématiques agriculture, agroalimentaire, foresterie, bioéconomie. Ces actions sont essentiellement représentées dans le deuxième pilier du nouveau programme Horizon Europe et plus particulièrement dans le cluster 6 de ce pilier, donc qui s'appelle alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture, environnement. Le programme de travail de ce cluster 6, il a été publié il y a quelques jours, donc les appels à projets sont actuellement ouverts et vont se clôturer en octobre de cette année. Donc, durant cette prochaine heure et demie, nous allons vous présenter la stratégie européenne en matière d'agriculture, d'agroalimentaire, de bioéconomie. Et nous allons également bénéficier du retour d'expérience de 3 lauréats de projets européens qui ont eu des projets sous le programme Horizon 2020. Voilà, donc c'est pour vous montrer la diversité des acteurs et des projets qui peuvent être financés par ce programme. Et donc pour cette session, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc la première intervenante sera Alexia Roubi, qui travaille pour la Commission européenne et plus particulièrement pour la DG Agri, qui va nous présenter les objectifs de la Commission européenne en matière de recherche et d'innovation pour les thématiques qui nous concernent ce matin. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Arzig. Donc, vous êtes responsable scientifique pour l'entreprise Serience, basée à côté de Poitiers, donc, et spécialisée dans la production de semences. Et donc, vous nous présenterez un peu plus l'entreprise et votre expérience dans les projets européens. Un deuxième intervenant, vous êtes Christophe Orazio, donc vous êtes directeur de l'Institut européen de la forêt cultivée, donc basé à côté de Bordeaux, et vous nous présenterez aussi votre expérience sur les projets européens. Et nous aurons un autre intervenant aussi en visio qui nous rejoindra dans quelques minutes. C'est donc Vincent Bretagnol, qui est chercheur au CNRS, qui travaille pour le laboratoire CEBC, donc le Centre d'études biologiques de Chizé, basé dans les Deux-Sèvres. Pour animer cette session, donc, je suis accompagnée par Antoine Vidot, donc, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui va s'occuper de suivre vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la session, on s'arrêtera pour les poser. Donc voilà, pour commencer cette session, donc, avant d'entrer dans les exemples des projets qui ont été financés, je me tourne d'abord vers Alexia Roubi, donc pour comprendre un peu mieux quelle est la stratégie européenne en matière de recherche et d'innovation dans les domaines qui nous intéressent aujourd'hui, donc l'agriculture, l'agroalimentaire, la bioéconomie. Une première question, Alexia, déjà, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que la DG Agri et votre rôle au sein de cette structure? Voilà, bonjour, merci pour cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? Très bien. Voilà. Donc la DG Agri, c'est le département agriculture et développement rural de la Commission européenne, donc l'équivalent d'un ministère pour la France, par exemple. Moi, je travaille donc au service recherche et innovation de la DG Agri. Le département, donc DG Agri, gère la politique agricole commune et un certain nombre de politiques. Et notamment, nous sommes depuis 2014 chefs de file sur la programmation et le suivi des volets agriculture et développement rural des programmes Horizon 2020 et maintenant Horizon Europe, son successeur, donc le programme pour 2021-2027.
Dans Horizon 2020, c'était le défi sociétal 2 principalement, et aujourd'hui, donc le cluster 6 d'Horizon Europe qui s'appelle alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Voilà, et sinon je suis originaire de Cognac, donc c'est un plaisir d'être sur un événement de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Et moi, je m'occupe plus principalement des dynamiques rurales, sociales, des approches participatives, des living labs, voilà, notamment le développement du partenariat européen sur l'agroécologie et la mission sur la santé des sols et l'alimentation. Merci. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet de la session de ce matin, quels sont les grands objectifs donc, de la Commission européenne en matière de recherche et d'innovation pour les 7 prochaines années, donc pour le nouveau programme Horizon Europe? Alors, oui, je vais partir un petit peu du cadre général d'abord. Donc, la grande initiative politique qui structure les priorités de recherche et d'innovation dans les domaines qu'on vient de mentionner, c'est le Pacte vert européen. Donc voilà, vous avez un visuel qui s'affiche. Donc le pacte vert, c'est la stratégie transversale qui a été adoptée en décembre 2019, qui vise à assurer le développement et la croissance durable du continent et la neutralité climatique à l'horizon 2050. Donc ce pacte vert, il couvre tous les secteurs économiques à travers une série de stratégies que vous voyez présentées là et qui ont commencé à être publiées l'année dernière et qui continuent à sortir régulièrement. Donc, les stratégies les plus importantes pour le secteur agricole, ce sont la stratégie, donc vous voyez écrite là, Farm to Fork, donc la stratégie de la ferme à la table, la stratégie biodiversité, le projet de loi climatique et le plan zéro pollution. Voilà. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail des différentes stratégies, donc la stratégie de la ferme à la table, elle vise à évoluer vers des systèmes alimentaires qui aient d'une part un impact neutre, voire positif sur l'environnement, qui préservent les ressources du sol, les ressources en eau, les ressources maritimes, qui aident à l'atténuation du changement climatique, qui permettent de s'adapter au changement climatique, qui protègent la santé des terres, du sol, de l'eau, de l'air, des plantes, des animaux, et qui renversent les tendances actuelles de perte de biodiversité. Voilà, donc ça c'est le premier aspect, c'est l'impact environnemental. Le deuxième, on cherche à faire évoluer les systèmes alimentaires de façon à ce qu'ils assurent la sécurité alimentaire et la santé publique de façon conjointe, donc en assurant l'accès de chacun à une nourriture suffisante, satisfaisante du point de vue nutrition et durable, et en assurant aussi des standards de sécurité et de qualité, notamment en termes de santé. Voilà. Et enfin, on veut assurer que la nourriture reste abordable en termes de prix. C'est un petit peu un défi, si on voit toutes les exigences qui s'appliquent, qui génère des revenus plus justes pour les producteurs, un commerce plus juste aussi, qui favorise la compétitivité du secteur dans un contexte de marché global, qui améliore la santé et la sécurité au travail, qui crée des nouvelles opportunités économiques, qui assure l'intégrité du marché commun, et in fine qui s'assure, voilà, l'idée c'est de s'assurer que la nourriture la plus durable soit aussi la plus accessible pour les consommateurs. Donc le défi, c'est vraiment de traiter les aspects, les enjeux sociaux, environnementaux et économiques de façon simultanée. La stratégie biodiversité, elle vise à remettre la nature au centre de nos vies en tant qu'Européens. Et pour l'agriculture, c'est une stratégie dans laquelle on retrouve des références importantes, par exemple sur le potentiel de l'agroécologie ou des zones agricoles à haute biodiversité. La loi climatique, elle augmente les ambitions en termes de réduction des gaz à effet de serre pour qu'on puisse atteindre cet objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. Et là, l'agriculture est très attendue. Et enfin, donc toutes ces stratégies, pour pas rentrer plus dans le détail de chacune, elles mettent en place des objectifs quantifiés avec des cibles précises à l'horizon 2030. Donc ça, on peut mettre le visuel aussi à ce moment-là si vous souhaitez. Voilà. Il s'agit par exemple de réduire de 50% les risques liés aux pesticides et leur utilisation, de réduire l'utilisation des fertilisants chimiques, et notamment les fuites dans l'environnement, de tripler la surface en agriculture biologique, de réduire l'utilisation des antibiotiques, de réduire l'émission des gaz à effet de serre, de rétablir 10% de surfaces agricoles comme des surfaces à haute diversité. Et pour faire tout ça, nous n'avons que 9 saisons de culture, c'est-à-dire pas grand-chose. 2030, c'est dans 9 saisons de culture. Donc il y a vraiment besoin de recherche et d'innovation pour faciliter et permettre ce changement.
Donc voilà, c'est ce contexte, c'était un peu long peut-être, mais c'est ce contexte politique qui structure complètement les priorités de recherche et d'innovation. Et qui dessine donc les impacts. Donc le programme est basé sur des impacts, des impacts à atteindre. C'est ça qui tire en fait, qui structure vraiment le programme. Ces priorités, elles ont été établies dans ce qu'on appelle le plan stratégique pour 2021-2024. Et pour le cluster 6, qui est l'objet de notre événement aujourd'hui, il y a 6 impacts qui sont transversaux à tous les domaines d'intervention du secteur, donc agriculture, forêt, alimentation, même maritime, action environnementale. Et ces impacts sont les suivants. Donc le premier, c'est d'assurer la neutralité climatique et l'adaptation au changement climatique dans ces secteurs et dans les zones rurales. C'est préserver et restaurer la biodiversité et les écosystèmes. Deuxième impact. Troisième impact, assurer la gestion durable et circulaire des ressources naturelles, traiter la pollution et développer la bioéconomie. Le quatrième impact, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous via des systèmes alimentaires durables de la ferme à la table. Le cinquième, c'est le développement équilibré des zones rurales, côtières et urbaines. Ça, c'est très important. J'en profite pour ajouter que hier, la Commission européenne a adopté sa vision à long terme pour les zones rurales. Donc, il y a un gros objectif au niveau du développement rural. Et enfin, transversal à tout ça, le sixième impact, c'est de mettre en place des modèles de gouvernance innovants qui facilitent la durabilité du secteur, notamment à travers des observations environnementales, des outils numériques et les systèmes d'innovation. Voilà. Très bien, merci. Alors, du coup, j'en profite pour poser la question à nos intervenants. Ce que vous pensez de cette stratégie, notamment, est-ce que, par exemple, les objectifs, on parle de réduction de 50% de l'utilisation de pesticides. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît atteignable? Ou alors ça vous paraît vraiment très, très ambitieux? Dans les objectifs, je laisserai répondre la filière agricole sur la partie pesticides, mais en fait, la forêt est déjà fortement réglementée en termes de pesticides. On n'a que 2 ou 3 phytocides qui sont disponibles en forêt, alors que la liste des molécules disponibles en agriculture est bien plus forte. Et par contre, sur les enjeux climatiques, la forêt a un rôle important à jouer, c'est 30% du territoire, c'est une grosse partie du stockage carbone dans les écosystèmes terrestres. Et donc c'est clair que nous, on se satisfait de voir reconnaître le rôle de la forêt, et notamment dans le cluster 6, il y a pas mal d'appels à projets en lien avec ce rôle-là. On a un problème cependant, c'est la vision de la société sur une opposition production forestière et production de biodiversité. Donc c'est bien que la science puisse s'intéresser à ce sujet, surtout dans un contexte où la bioéconomie va demander plus de ressources en bois. Vous savez qu'il y a une politique qui est pour substituer de plus en plus le béton et l'acier par le bois, donc il faudra de la ressource. Actuellement, avec 10% des surfaces forestières en plantation, on couvre plus de 40% de ces besoins. Et donc en fait, la notion d'intensité et de gestion en forêt n'a rien à voir avec l'agriculture. On met peut-être un fertilisant tous les 40 ans, tous les 50 ans, quand en agriculture, c'est plusieurs fois par an. Donc en fait, nous, c'est intéressant que la science puisse contribuer à documenter l'impact réel sur l'environnement des pratiques sylvicoles, et pour vérifier quand c'est qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, mais aussi pour asseoir les bonnes pratiques qui sont en place. D'accord. Et donc, côté agriculture? Je n'ai pas vocation à représenter la filière agricole dans son ensemble. Effectivement, l'agriculture et les grandes cultures, ou arboriculture, ou vignes, enfin, je fais un panel un peu large, sont effectivement beaucoup plus consommateurs de pesticides, mais sont quand même des filières qui sont assez fortement engagées déjà dans les transitions, dans leurs usages de pesticides, dans leur système, dans toutes les réflexions qui sont autour. Et nous, dans notre société qui s'appelle Sariance, notre signature, c'est l'agronome semencier. Donc vous pouvez bien imaginer que ce genre d'objectif est en phase avec la philosophie de l'entreprise et ce qu'on cherche à développer. On a une grosse activité autour des légumineuses. Je présenterai plus au travers des projets qu'on mène. Et on s'inscrit complètement dans ces systèmes de transition où les légumineuses ont quand même la particularité de fixer de l'azote, de la rendre disponible dans les agrosystèmes et dans l'ensemble des cultures qui sont assez peu consommatrices de pesticides. Donc ces thématiques nous confortent dans déjà notre stratégie interne. Très bien, merci.
Et donc, une nouvelle question pour Alexia. Voilà, on a vu la stratégie, les grands objectifs. Quelles sont les actions maintenant qui vont être mises en œuvre par la Commission sur les 7 prochaines années? Alors, je vous propose de mettre le visuel suivant aussi. Donc, ce qui est important pour bien se repérer dans les actions, donc je vais parler du programme Horizon Europe, hein, on ne rentre pas dans les autres programmes, c'est l'objectif aujourd'hui. Donc, dans Horizon Europe, on a 3 types d'initiatives, disons, d'instruments ou de modes de financement. Vous avez les appels à projets collaboratifs classiques à travers le programme de travail qui est celui tel que vous l'avez connu sous Horizon 2020. Et puis il y a 2 nouveautés, ce sont les missions d'une part et les partenariats d'autre part. Donc si on commence par le programme de travail, donc les appels à projets sont structurés aussi de façon beaucoup plus stratégique à travers des destinations. Et grosso modo, les destinations correspondent aux impacts que je viens de vous présenter. Donc l'impact sur la gestion des ressources naturelles, par exemple, se traduit dans 2 destinations, mais sinon vous avez une destination par impact, hein. Donc on a 7 destinations dans le cluster 6. Donc si on peut afficher encore le visuel suivant, s'il vous plaît. Donc vous pouvez voir que ces destinations correspondent également de près aux composantes du pacte vert européen. Donc vous avez une destination sur la biodiversité et les services écosystémiques, une autre qui correspond de très près à la stratégie de la ferme à la table, qui est sur les systèmes alimentaires justes, sains et bénéfiques pour l'environnement de la ferme à la table, justement. Vous avez donc 2 destinations qui correspondent à la gestion des ressources, la gestion circulaire des ressources naturelles, donc une vraiment sur l'économie circulaire et la bioéconomie, et une autre sur l'aspect environnement propre et zéro pollution. Vous avez une destination vraiment climat, même si le climat est très présent dans les 7 autres, hein, mais vous avez des actions vraiment dédiées 100% à la question du climat, au niveau terre, océan et eau, hein. Une 6e destination sur les communautés urbaines, rurales et côtières qu'on veut plus résilientes, inclusives, des gens en meilleure santé et puis plus vertes aussi, des communautés plus vertes. Donc ça, c'est vraiment l'aspect territorial du programme de travail, des appels à projets. Et puis enfin, une destination transversale qui correspond aussi à l'impact transversal que je vous ai présenté tout à l'heure sur la gouvernance innovante et l'utilisation d'outils tels que les observations environnementales, les solutions numériques pour soutenir le pacte vert européen. Voilà, donc concrètement, dans chaque destination, vous allez avoir un ensemble d'appels à projets pour 2 ans répartis en call avec un appel par an et par type de formule d'évaluation. Et dans la destination, vous allez trouver un texte d'introduction qu'il faut absolument lire parce que c'est lui qui détaille les impacts attendus ou les sous-impacts attendus, si vous voulez, de façon plus fine. Et ces impacts attendus, ils vont faire partie du processus d'évaluation. Donc, il faut vraiment tenir compte de cette partie-là. Et ensuite, en dessous, vous avez, comme vous en avez l'habitude, si vous connaissez les programmes de recherche, des topics, donc des sujets avec des attendus aussi en termes de résultats et le champ d'action qui est proposé, les budgets, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, les appels à projets. Ensuite, vous avez le volet mission. Donc, les missions, c'est une nouveauté. Ce qu'on appelle les missions, c'est un programme d'action de recherche et innovation et d'autres types d'actions qui visent à atteindre un objectif sociétal ambitieux et inspirant. Donc, l'exemple le plus utilisé, c'est celui de mettre un homme sur la Lune. Pour mettre un homme sur la Lune, il a fallu déployer toute une série d'activités qui permettent de développer des solutions et de lever tous les obstacles. Donc là, c'est un peu ça. C'est vraiment très stratégique de faire un portfolio d'actions qui permettent d'atteindre les objectifs. Donc, ce sont des programmes de grande échelle avec plusieurs centaines de millions d'euros, voire ça pourrait aller jusqu'à 1 milliard d'euros de financement. Elles ont été proposées dans 5 domaines, dont le plus pertinent pour nous aujourd'hui est celui de la mission sur la santé des sols et l'alimentation. Voilà. Les sols, c'est la base de la vie et donc on a vraiment un programme ambitieux autour des sols. Donc pour chacune de ces missions, il y a un plan de mise en œuvre qui est en cours de développement et il va y avoir des appels à projets spécifiques qui viendront en plus de ceux qui viennent d'être publiés le 15 juin à travers une mise à jour du programme de travail. Mais ce sera quand même des appels à projets qui viennent directement de la Commission européenne mais qui arriveront plus tard en fin d'année.
Voilà. Le but de la mission sur les sols, pour vous informer un petit peu, donc c'est d'atteindre 75% de sols sains d'ici à 2030, ce qui correspond à peu près à un doublement. C'est aussi très ambitieux, mais c'est aspirationnel. Il faut se donner des objectifs pour aller dans la bonne direction. Et on entend les acteurs que vous avez aujourd'hui qui disent, voilà, on est dans ces transitions. Et pour ce faire, on a 4 grands types d'actions qui sont prévues. Un programme de recherche assez ambitieux. On a tout un volet qui prévoit une centaine de living labs, de laboratoires vivants, et de lighthouse, donc des sites exemplaires, en fait, pour co-créer les innovations nécessaires, faire des démonstrations et aider à un passage à l'échelle supérieure. Troisième volet, on a un programme intégré de suivi et évaluation de la santé des sols, donc monitoring, indicateurs, en lien très étroit avec l'Observatoire européen des sols. Et enfin, un programme d'implication des citoyens, des autorités locales et régionales, des conseillers agricoles, voilà, tout un programme de sensibilisation aussi de tout un chacun, en fait, dans les zones urbaines. Alors, la mission, elle s'adresse au sol, donc au rural, à l'urbain, forêt, agriculture, donc c'est tous les types de sols. On n'est pas que sur l'agriculture, là on est vraiment sur tous usages, y compris les espaces verts urbains. Voilà, donc un programme de sensibilisation et d'amélioration des compétences pour savoir qu'est-ce que tout un chacun peut faire pour améliorer la santé des sols. Donc ça, c'est la mission. Et enfin, et j'en terminerai avec ça, nous avons les partenariats. Donc les partenariats, ce sont aussi des initiatives de large échelle et assez ambitieuses, mais qui ont la particularité d'être cofinancées, c'est-à-dire qu'elles visent, l'idée c'est de grouper les efforts de l'Union européenne avec ceux des financeurs nationaux et régionaux, ou même du secteur privé. Voilà. Parce que l'Union européenne gère à peu près 10% des financements de recherche en Europe, le reste est géré directement par les États membres ou d'autres financeurs, et donc on cherche à se grouper pour limiter les redondances, etc., et essayer de faire le meilleur usage public des ressources qu'on a. Donc nous avons 8 propositions de partenariat dans le cluster 6. Certains vont déjà être lancés via les appels 2021. Donc, et là, quand je dis lancer via les appels, c'est la création du partenariat lui-même, donc du consortium d'acteurs qui va gérer ce partenariat. Donc, il y en a un dans le domaine de l'eau, un dans le domaine de la biodiversité, un dans le domaine de l'économie bleue et le successeur du Bio-Based Industry Joint Undertaking, donc qui va s'appeler le partenariat Circular Bioeconomy, donc CBE, voilà, qui est le suivant. Donc ceux-là, déjà, ils vont être lancés. Et il y en a d'autres qui viendront plutôt en 2023-2024, qui sont le partenariat sur l'agroécologie, notamment les laboratoires vivants en agroécologie, un partenariat sur la santé et le bien-être animal, un sur ce qu'on appelle l'agriculture des données, les observations environnementales et l'agriculture de données, et enfin un partenariat sur les systèmes alimentaires. Donc là, c'est un peu différent parce qu'une fois que les partenariats seront créés, ils vont eux-mêmes émettre leurs propres appels à projets, ils vont gérer leurs propres activités, autres aussi de mise en réseau, etc. Donc là, vous n'allez pas les trouver directement sur une publication de la Commission, ça viendra des partenariats eux-mêmes. Voilà. J'espère que ça répond à peu près, ça vous permet déjà d'y voir un peu plus clair. Merci beaucoup. Et donc, ce qu'on peut retenir, donc là, il y a des appels à projets du cluster 6 qui sont déjà ouverts, donc qui vont se clôturer au mois d'octobre. Et dans le courant de l'année, il va y avoir les appels à projets, notamment de la mission Sol. Voilà. À peu près, enfin, oui, bref. Est-ce qu'on a une date ou... Non, on ne peut pas vous donner, c'est toujours des processus un petit peu compliqués. Voilà, on parle de la fin de l'année 2021 à peu près, mais il y aura de la communication là-dessus, donc vous aurez l'opportunité de savoir à peu près. Il y aura aussi une mission sur l'adaptation, sur le climat. Il peut y avoir aussi d'autres missions qui vous intéressent éventuellement, mais la principale, je pense, pour nous aujourd'hui, c'est celle sur le sol. Ou les océans, puisque Nouvelle-Aquitaine, vous avez aussi une grosse façade sur l'Atlantique, donc il y a aussi une mission sur les océans. Voilà. Donc, et sur les partenariats publics-privés, c'est pareil. Donc là, celui sur les Living Labs va sortir cette année. Enfin, les appels. Non. Alors, d'abord, c'est pas forcément public-privé. Donc, le partenariat sur l'économie circular bioeconomy, donc sur la bioéconomie circulaire,
Lui, c'est vraiment un partenariat public-privé. Pour les autres, on est plutôt sur des partenariats cofinancés public-public, donc entre l'Union européenne et des financeurs plutôt publics au niveau des différents États européens ou des pays associés au programme Horizon, avec potentiellement aussi des partenaires privés, mais c'est surtout du public-public. Le partenariat sur les Living Labs en agroécologie, il va être créé via le programme de travail Horizon Europe 2023. Ça veut dire que du temps qu'il soit créé, 2024. Mais on a déjà des actions de coordination et de soutien, des projets qui sont financés, tous les deux coordonnés par des instituts français d'ailleurs, donc le projet Already et le projet Agroecology for EU, qui participent au développement de ce partenariat. Donc il y a déjà la possibilité pour les acteurs qui s'intéressent à ça de se connecter au processus de réflexion sur la construction de ces partenariats, et on essaye de faire ça vraiment de façon très concertée, hein. Voilà. Et donc, en quoi ces différents appels à projets, donc cluster 6, partenariat public-privé ou public-public, les missions sont-ils complémentaires en fait? Alors, vous avez en fait les appels principaux, ils sont émis directement du niveau européen et ils sont financés directement par le niveau européen. Donc là, c'est une première chose. Les partenariats, comme j'expliquais, ils sont cofinancés. Donc déjà, pour être éligible au financement, il faut de préférence se situer dans un pays qui contribue financièrement au partenariat. Sauf mesures autres définies par les partenaires pour impliquer des pays qui le sont un petit peu, qui n'ont pas les moyens de se joindre, par exemple, mais qui peuvent avoir des choses intéressantes à apporter. Donc, il y a une complémentarité qui est assurée du fait que dans notre programmation à nous, nous tenons compte des domaines sur lesquels nous avons proposé des partenariats. Donc, on ne va pas faire un appel à projet sur des Living Labs en agroécologie dans le programme de travail principal, sachant qu'on a proposé la création d'un partenariat là-dessus. Et vice-versa, dans la préparation de leur programme d'activité, les partenariats, ils tiennent compte des appels qui ont déjà été publiés ou qui sont prévus pour éviter des duplications et être sûr qu'on est le plus possible en synergie. Donc, dans les partenariats, on finance les actions qu'il est plus facile ou plus efficace ou plus intéressant de faire en commun, en fait. Voilà. Et la différence pour les candidats au financement, c'est que ces appels, ils seront publiés par les partenariats eux-mêmes et non par la Commission européenne. Donc, il est important de les avoir identifiés, de surveiller leur activité, d'être bien informés via les réseaux des appels prévus. Voilà. Et les missions, alors là, il y a vraiment une complémentarité parce que ça participe, enfin, c'est un élément de la programmation européenne. Donc, vous n'allez pas trouver beaucoup d'appels à projets sur le sol dans les appels qui sont produits, qui sont publiés le 15 juin. C'est parce qu'il va y avoir beaucoup de choses par la suite qui sera dans le cadre qui seront, pardon, dans le cadre de la mission. Donc là, cette complémentarité, elle est beaucoup plus visible, hein. Donc les financements, là, ils ont été groupés autour de l'initiative de la mission et c'est comme ça qu'ils vont arriver. Voilà, donc c'est vraiment, on a vraiment l'ensemble du paysage en tête quand on programme les appels à projets. Et j'ai une dernière question. Donc, quand on parle d'agriculture, les thèmes qui nous intéressent ce matin, agriculture, agroalimentaire, foresterie, on pense à la politique agricole commune, qui est donc la politique européenne de l'agriculture. Quelles vont être les interactions entre la PAC et les actions menées par le programme Horizon Europe? Alors, ces interactions, elles vont être un petit peu les mêmes que celles qu'on avait sous Horizon 2020, mais encore renforcées. Donc, un point commun entre toutes les initiatives que j'ai mentionnées, c'est l'importance pour nous de l'impact, justement, et pour cela de recourir à des approches de recherche et innovation qui permettent une adoption rapide sur le terrain. Donc, depuis 7 ans déjà, nous mettons en œuvre ce que nous appelons l'approche multi-acteurs, qui est une approche qui vise à mettre l'utilisateur au centre du processus d'innovation, à impliquer par exemple les agriculteurs ou les forestiers et d'autres acteurs pertinents dès le départ dans les projets et à chercher à répondre à des questions qui sont formulées ensemble. Donc, par exemple, sous Horizon 2020, nous avons investi 60% de nos financements dans ces appels multi-acteurs. Et c'est aussi un élément de synergie avec le soutien à l'innovation via la politique agricole commune, qui depuis 7 ans aussi se fait dans le cadre du partenariat européen pour l'innovation en agriculture et qui finance, donc à travers la PAC, nous finançons des projets locaux d'innovation
qu'on appelle les groupes opérationnels, ou en France, on a tendance à les appeler projets PEI, par exemple, si vous connaissez ce terme, projet du partenariat européen d'innovation, qui applique cette même démarche d'innovation interactive. Et les résultats de tous les projets sont groupés sur la plateforme du PEI Agri, en un même lieu, un point de contact unique pour l'innovation agricole. Donc, si on peut montrer peut-être le visuel. Donc, le partenariat européen pour l'innovation agricole, c'est une initiative qui vraiment fait le pont entre les soutiens à l'innovation agricole sous le programme Horizon et sous la PAC. Je ne sais pas si on peut montrer voilà, merci. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment une initiative de mise en synergie. Donc vous avez d'une part les projets transnationaux qui sont financés par le programme Horizon. Donc là, il y a marqué Horizon 2020, mais encore une fois, tout ça c'est renforcé sous Horizon Europe et la nouvelle PAC. Et d'autre part, la politique agricole commune qui finance les projets d'innovation plus locaux, régionaux. Et au milieu, vous avez des activités de mise en réseau, d'analyse des besoins, de recherche et innovation qui viennent de la pratique, des échanges de connaissances, des workshops, des séminaires, une plateforme commune. Donc vous avez toute cette mise en réseau qui est commune, et les réseaux PEI sont aussi organisés au niveau national. Nous allons continuer cette approche et la renforcer à travers la future PAC et Horizon Europe. Nous allons continuer à financer des groupes opérationnels avec même des nouvelles formules qui permettent y compris d'aller au transnational. Donc tout ça, demain, c'est en train d'être conçu dans le cadre des plans stratégiques sur la PAC. Nous allons continuer à organiser des activités d'échange d'échange de connaissances à différentes échelles. Nous allons en plus organiser des nouvelles actions, donc, comme je disais, qui facilitent les coopérations peut-être transnationales, les visites croisées entre groupes opérationnels. Voilà. Et tout ça, ça implique aussi les projets Horizon 2020 qui travaillent sur les mêmes thématiques. Donc là, les appels pour ces groupes opérationnels, ça va venir dans le cadre de la PAC. Et en plus de ça, nous demandons aux États membres de concevoir dans leur plan stratégique sur la PAC une stratégie qui concerne les systèmes agricoles de connaissance et d'innovation, donc SICA en français ou AKIS en anglais, qui inclut tous les organismes et personnes qui produisent, utilisent ou échangent des connaissances agricoles, et qui doivent être le mieux connectés possible. Et là aussi, essayer de répartir les efforts et de les organiser au mieux. Donc la discussion là-dessus, elle se déroule au niveau de chaque État membre, donc de la France pour vous, avec des échanges au niveau européen entre pays pour s'inspirer les uns les autres. Voilà. Et enfin, je voudrais juste dire un petit mot. Donc, dans cette période, nous allons piloter donc des approches d'innovation interactive qui vont encore un petit peu plus loin, notamment à travers ces fameux laboratoires vivants ou Living Lab, qui seront des initiatives multi-acteurs, donc qui remplissent tous les critères de l'approche multi-acteur actuelle, mais avec en plus un lien plus fort au territoire, une approche vraiment voilà, à l'échelle territoriale, du paysage, de l'écosystème, et qui vise à établir des coopérations de plus long terme entre les acteurs de ce territoire et au service d'objectifs sociétaux et des transitions vers la durabilité. Donc ces Living Labs, ils sont envisagés dans le cadre de la mission sur la santé des sols et dans le partenariat sur l'agroécologie, et potentiellement dans d'autres domaines de partenariat ou de mission. Et ils contribueraient tout à fait à la KIS et en bénéficieraient aussi, et seraient un facteur de synergie supplémentaire, et même potentiellement de liens un peu plus forts avec les politiques régionales, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de complémentarité. C'est pas forcément simple, mais on essaye de les maximiser au mieux. Très bien, je vous remercie. Monsieur Orazio, vous aviez un commentaire sur la partie PEI? Oui, exactement, parce qu'en fait, il y a une initiative nationale qu'il est intéressant de connaître. C'est que comme les PEI, c'est des nouveaux outils, le réseau rural français qui est chargé d'animer un peu l'échange de connaissances, a mis en place 2 actions de valorisation. Donc, il y en a une en forêt et une, je crois, sur les pâturages, mais je ne me hasarderai pas trop sur la partie agricole, où l'objectif, c'est de passer en revue les projets et les groupes opérationnels qui ont été développés dans le cadre du PEI sur le programme précédent, sur Horizon 2020, et de faire connaître auprès des acteurs nationaux les résultats de ces actions, soit des projets européens ou de groupes opérationnels un peu dispersés, pour fédérer un peu et partager la connaissance donc, dans le secteur forestier.
de cet instrument qui est un peu fragmenté et que les gens n'ont pas forcément bien identifié. Très bien, merci. On va passer peut-être s'il y a quelques questions du public. Oui, merci Lydia. Nous avons une question de Bruno sur le partenariat sur les systèmes alimentaires. Il demandait s'il y avait déjà un consortium qui crée ce partenariat. Et donc, si je peux me permettre, je voudrais élargir peut-être la question et savoir comment une organisation ou un organisme qui serait intéressé de participer à ce partenariat peut contribuer à la constitution, à la mise en place du partenariat. Alors du coup, c'est peut-être une question plus pour Alexia Roubi. Oui, merci pour la question. Donc, il n'y a pas de consortium créé pour l'instant sur le partenariat système alimentaire, ni celui sur l'agroécologie. Il y a des groupes d'experts qui sont constitués pour les préparer. Donc, il y a plusieurs étapes dans la préparation d'un partenariat. La première, c'est de développer le concept sous forme d'un document. Et le partenariat système alimentaire, il est aussi prévu pour 2023, donc on doit terminer les documents de concept, en gros, pour la fin de cette année. Donc ces deux partenariats, ils ont des liens forts avec des groupes d'experts de ce qu'on appelle le SCAR. Donc le SCAR, c'est Standing Committee on Agricultural Research, donc le comité sur la recherche agricole. C'est le comité qui conseille la Commission européenne sur la recherche agricole, qui a plusieurs groupes de travail, dont un sur les systèmes alimentaires. Il y a un groupe qui a été constitué, lié fortement avec ce groupe du SCAR sur les systèmes alimentaires pour développer ce partenariat. Voilà. Donc, comment se connecter? Alors, du côté de ce partenariat sur les systèmes alimentaires, je pense que ça peut être intéressant de se connecter avec un membre français de ce groupe-là pour voir comment il est possible pour des acteurs français de suivre le développement du partenariat et de s'impliquer. Sur le partenariat agroécologie, on a ce qu'on appelle des groupes. Donc c'est la même chose. Le partenariat agroécologie, il est développé par un nouveau groupe de travail de ce comité sur la recherche agricole européenne qui s'est constitué, un groupe dédié sur l'agroécologie qui a été créé en janvier. Et qui a des membres de 25 pays. Et donc, il y a des membres français et qui ont créé un groupe miroir pour pouvoir se mettre en lien avec les acteurs de chaque pays. Parce qu'on ne peut pas, au niveau européen, travailler avec tous les acteurs des 27 pays, plus les pays associés, etc. Ce serait trop gros. Mais il y a des relais possibles au niveau national. Donc, le mieux, c'est de se connecter par ce biais-là. Je pourrais mettre dans le chat des liens vers les pages internet pertinentes, si vous voulez en savoir plus sur ces partenariats. Ça vous permettra d'avoir un endroit où commencer. Oui, la liste des membres est accessible et publique. La liste des membres n'est pas forcément publique, mais on a des adresses de contact internet qui peuvent être utilisées et des points de contact nationaux. Voilà, donc je vous donnerai une adresse où vous pouvez écrire. D'accord? Merci. Merci. J'avais une autre question. On a bien compris que les cibles chiffrées que vous avez indiquées dans les stratégies que la Commission a publiées vont orienter les appels à projets. Comment la Commission envisage le suivi de ces objectifs et comment cela influencera les programmes de travail, peut-être à partir de 2023, les prochains programmes de travail pour que l'Europe puisse atteindre ses objectifs? Alors là, c'est une question qui est un petit peu technique parce que c'est lié à chaque stratégie, donc je ne vais pas être en capacité de vous répondre dans le détail sur chacune des cibles. Mais il y a des indicateurs, déjà il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on suit à travers la politique agricole commune, donc là on va les voir évoluer, et ceux qui pourraient manquer vont être développés, hein, dans le cadre de la mission sur les sols par exemple. L'objectif de 75% de sols sains, il est découpé en 8 objectifs plus précis sur l'érosion, sur le taux de carbone dans les sols, voilà. Et la partie monitoring et évaluation de la mission, elle va permettre de développer justement les systèmes d'indicateurs et de collecte de données et de suivi qui permettent de s'équiper complètement là-dessus. Et sur des indicateurs comme la surface en agriculture biologique, évidemment, c'est des choses qu'on a. Donc là, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on a déjà dans le système de suivi
européens. Après, de toute façon, ces cibles, il faut du temps. On va pas forcément voir un changement entre maintenant et 2023 drastique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va prendre un petit peu de temps, on s'ancre sur le long terme. Donc, ce qui oriente les appels à projets aujourd'hui, ça va aussi orienter pour 2023. D'ailleurs, le plan stratégique Horizon Europe, il a été conçu pour 4 ans. Donc, on a déjà une programmation d'action derrière qui est phasée, en fait, pour permettre d'arriver au but. Donc, en fait, je ne suis pas sûre de comprendre très bien votre question, mais on ne va pas changer d'objectif d'ici 2 ans. L'écriture du programme de travail 2023 commence cette année. Hein. Les appels à projets ils vont être écrits entre cet automne et puis le printemps prochain. Donc, on est vraiment là dans une certaine continuité et stabilité. C'est les objectifs que j'ai présentés, c'est ceux qui vont sous-tendre l'action sous Horizon Europe de manière générale, peut-être avec des renforcements, là où on va voir les points les plus critiques, quoi. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci, c'était ça. Une dernière question de Thierry aussi. Alors, c'est peut-être trop spécifique, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais peut-être aborder la question d'une manière générale. C'est savoir si un projet agroforestier innovant titulaire d'un brevet privé pouvait être éligible aux appels à projets Horizon. Sur le principe. Alors, toute entité légale est éligible au projet Horizon. Après, selon le type d'action dans lequel vous êtes, vous avez un taux de financement qui peut varier. Donc, dans les actions de recherche et innovation, donc il faut être entité légale. Déjà, vous me parlez d'un projet, donc il faut savoir s'il y a une entité légale derrière ou pas. Donc, dès lors que vous avez une entité légale, vous pouvez participer. Dans les actions de recherche et innovation, donc ce qu'on appelle les RIAS, le taux de financement, c'est 100%. Dans les actions qui sont donc ce qu'on appelle les actions d'innovation qui sont plus proches du marché. Donc, plus on se rapproche du marché, plus les taux de financement diminuent pour les entités privées. Hein. Donc, vous êtes à 70% de financement sur les actions d'innovation, sauf si vous êtes une entité à but non lucratif, auquel cas vous avez encore 100% dans le cadre des appels actions d'innovation. Donc ça, c'est pour la partie appel à projet directement européen. Dans les partenariats, j'imagine que potentiellement ça pourra varier, mais le fait d'être privé n'empêche pas d'accéder d'être éligible. Il faut être entité légale, par contre. C'est bon. Merci. Et peut-être une toute dernière question rapide. Les appels à projets de la mission, enfin des missions ou des partenariats comme Circular Biobased Europe, est-ce qu'on pourrait les retrouver sur le portail Funding and Tenders? Oui, donc ça c'est une nouveauté sous Horizon Europe, c'est que certes les appels vont être conçus et par les partenariats eux-mêmes, mais ils seront publiés à travers le Funding and Tenders Portal. Donc vous avez quand même un lieu commun pour trouver toutes les informations. Voilà. Et sur le site du PEI Agri, vous aurez aussi des informations. Moi je vous invite à vous connecter vraiment au site du partenariat européen de l'innovation sur l'agriculture, parce que vous avez une newsletter par mois avec des infos sur les appels à projets, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui se prépare, etc. Donc c'est vraiment un lieu pertinent pour obtenir de l'information, et vous n'aurez pas 15 mails par jour, c'est un par mois, et puis les infos quand elles sortent. Donc voilà, c'est un bon endroit pour se connecter. Très bien, merci. Alors, peut-être avant de passer à la deuxième partie de la séance, est-ce que les intervenants sur le plateau ont des questions aussi, ou la stratégie était très claire? La stratégie était claire, mais ça donne effectivement quelques éléments structurants qui étaient bons de rappeler pour tout le monde. Et j'ai bien noté que je ne suis pas abonnée à la newsletter PEI Agri, ce que je vais m'empresser de faire. Oui, moi je pense que c'était important de rappeler les outils partenariat et mission, parce que c'est des choses nouvelles qui émergent, et je suis assez curieux de suivre en effet les missions qui pourraient se rattacher au secteur forestier. Donc j'ai noté celle des sols. C'était pas évident pour nous de voir où est-ce qu'il y avait de la place. Merci. Donc on avance sur la deuxième partie de la présentation. Donc maintenant, je vais poser quelques questions donc, aux lauréats de projets européens. Alors, j'ai une première question. Est-ce que M. Bretagnol nous a rejoint? Il nous rejoindra un peu plus tard. Donc,
pour commencer les échanges, je vais vous poser d'abord quelques questions à chacun d'entre vous. Et ensuite, j'ai des questions communes pour tous les deux. Donc, pour commencer, donc je me tourne vers vous, Nathalie Arzik. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous avez déjà un peu commencé à nous présenter votre entreprise, mais voilà, en quelques mots, oui. En quelques mots, ouais. Et donc, Serience est une filiale de la coopérative Terrena, qui est une coopérative qui est basée Pays de Loire et Poitou. Donc, nous avons une attache en Nouvelle-Aquitaine. Et Serience est le résultat de la fusion de Jouffret-Driot, qui est un semencier qui est dans la Vienne, et de Terrena Semences, qui est un semencier qui est basé entre Angers et Saumur. Et cette fusion est effective aujourd'hui, un grand jour pour nous. Nous avons un service R&D de 26 personnes qui s'appuie sur 2 stations d'expérimentation, une qui est dans la Vienne et une dans le Loiret, et qui a aussi 2 outils pilotes de R&D en technologie de semences, une dans la Vienne et une dans le Maine-et-Loire. Et on s'appuie aussi en termes de développement sur un réseau de plateformes expérimentales qu'on appelle chez nous des pôles experts, qui nous permettent de mettre en évidence et de tester en grandeur nature chez des agriculteurs, même si c'est en parcelle expérimentale, ce qu'on peut proposer en termes de variété. Donc le gros de notre activité de R&D est autour justement de cette création variétale, essentiellement des plantes de service et des plantes fourragères. Et on a aussi des activités autour en biocontrôle et en adjuvant, où on fait du sourcing et on va jusqu'à l'homologation des produits sans faire de fabrication. Et en technologie de semences, on fait de la mise au point des recettes jusqu'à l'application industrielle sur nos outils. Donc on développe une gamme de produits assez variés. Et est-ce que j'aborde tout de suite notre implication dans différents projets? Oui, j'avais juste une question sur la taille de l'entreprise, hein, parce que vous êtes toujours PME ou... Ah non, on est grand groupe. Non, Nous avons toujours... Non, puisque nous sommes une filiale de Terrena depuis maintenant 2000. Donc nous avons le statut grand groupe vis-à-vis de l'Europe. D'accord, c'était pour voir la diversité des acteurs qu'il peut y avoir dans les projets européens. Mais donc oui, donc pour continuer, donc vous avez participé, vous continuez, vous avez des projets en cours. Alors depuis que le service R&D existe, c'est un service qui a été créé juste à la fin des années 90. En fait, on a participé à 4 projets européens, donc depuis 2000, en recherche et innovation. Donc je ne vais pas revenir sur les 2 plus anciens, mais dans l'appel à projet actuel, dans H2020, on est dans 2 projets. Je vais utiliser les acronymes, c'est plus simple. Un qui s'appelle REMIX, qui est sur les associations d'espèces, essentiellement céréales protéagineux, et qui vise à concevoir et documenter tous les services écosystémiques et les itinéraires techniques, les règles d'assemblage. Enfin, c'est très varié sur l'usage des couverts. Ça implique aussi la création variétale, la conception et les leviers d'adoption par les agriculteurs. Ça, c'est un premier projet qui vient de finir. Et on en a un qui est fini cet automne, qui s'appelle ECLEG, là qui vise au développement d'outils de génomique pour la sélection des légumineuses fourragères. Donc dans le projet, c'est luzerne et trèfle violet, et de protéagineux. Donc le projet, c'est soja, pois, févrole. Et les objectifs sont des objectifs de sélection dédiés à l'amélioration de la résistance à des facteurs biotiques et abiotiques, et puis bien sûr aussi amélioration du rendement et de la qualité. Donc ce sont 2 projets qui sont pilotés par la France et en l'occurrence par INRAE. D'accord. Et donc comment vous avez intégré ces projets-là? Est-ce que votre service R&D fait de la veille active sur les projets européens ou... Alors on ne fait pas de la veille active à proprement parler, mais en partie quand même. Mais surtout, on a déjà un réseau de partenariats nationaux avec la recherche académique qui nous permet, par ce biais-là, d'être sollicité en fait directement dans les montages de ces projets. D'accord. Et donc votre rôle, vous êtes partenaire à chaque fois, donc simple partenaire, mais est-ce que vous avez une responsabilité, par exemple responsable de Work Package, ou quel est le degré d'implication? Alors, on en a des degrés assez divers. En fait, dans le montage du projet Remix, on était parti en tant que partenaire. Et en fait, il y avait beaucoup de partenaires français. Donc, il y a eu une nécessité quand même de regrouper des partenaires.
Et dans le montage de Remix, il y avait à la fois Terrena qui était partenaire et Jouffred Rio à l'époque. Donc étant une filiale de Terrena, on s'est trouvé tout naturellement partie tierce de Terrena. Et dans le projet ECLEG, par contre, on est partenaire simple. Et notre niveau d'implication d'un point de vue travail est un peu différent parce que dans le projet Remix, on a mené nos propres essais, on a valorisé nos résultats, on n'était pas pilote de tâches. Dans le CLEG, nous ne sommes pas non plus pilote de tâches, mais par contre, on est chargé de mutualiser des résultats et on a en charge l'analyse de ces résultats. Donc on a un niveau d'implication qui est un petit peu différent. Voilà. Et une dernière question sur le type de projet. Donc, on a vu tout à l'heure avec Alexia Roubi qu'il existait en tout cas sur Horizon 2020, il y avait 3 types de projets. Donc, projet de RIA, plutôt recherche, innovation. Des projets d'IA, donc plutôt innovation, plutôt démonstration, expérimentation. Et des projets CSA, donc Coordination and Support Action, plutôt sur du réseau. C'est quel type de projet? Nous, c'est tous les projets, j'en ai évoqué 4, étaient tous des projets recherche, innovation. Et alors pourquoi? Comme je vous disais, c'est qu'on a quand même un réseau de partenariats académiques assez fort, notamment en local, parce que notre station de création variétale qui est dans la Vienne est très proche de l'INRAL Lusignan, géographiquement, et en plus on a une convention de recherche assez structurante avec l'INRAL Lusignan, parce qu'on est hébergé, enfin un ingénieur qui est hébergé en partie sur l'INRAL Lusignan dans le cadre d'un accueil dans une plateforme d'innovation variétale, de technologie d'innovation variétale. Et donc, voilà, je me mélange les... Oui, j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, donc c'est pour ça aussi qu'on est dans des appels à projets qui sont beaucoup recherche, parce qu'on a déjà quand même un lien de coopération assez fort avec la recherche. D'accord. Et du coup, j'en profite là donc, pour poser la question à Alexia Roubi. Donc voilà, on a vu que sous Horizon 2020, il y avait cette typologie de projet. Est-ce que ce sera le cas aussi sous Horizon Europe? Oui, alors tout à fait, c'est très stable hein, de ce point de vue-là. C'est très stable. Vous avez les RIA comme avant, donc les Research and Innovation Actions, les Innovation Actions, donc avec la différence étant principalement le taux de financement des organisations à but non lucratif. Hein. Et aussi le type de ce qu'on appelle les Technology Readiness Levels, hein, les TRL. Donc, est-ce qu'on est plus près de l'idée initiale et de son développement, voilà, de la création de connaissances. Vraiment, ça, c'est plutôt les RIA. Si on est déjà vers la preuve de concept, les démonstrateurs, le test, la validation, donc là, c'est plutôt les IA. Et si on va beaucoup plus proche du marché, alors là, c'est d'autres instruments que vous allez trouver dans d'autres piliers d'Horizon Europe que celui dont on est en train de parler aujourd'hui. Hein. Donc, le Conseil européen d'innovation qui a repris les actions de type instruments PME, etc. Donc là, on est sur d'autres sujets. Et vous avez les actions de coordination et de soutien qui sont vraiment là pour faire, comme leur nom l'indique, de la coordination et du soutien, de la mise en réseau, de la communication, de la traduction de connaissances scientifiques en outils pour les acteurs, de la vulgarisation, déploiement, etc. Donc c'est plutôt ce type-là, sachant que dans les CSA sous Horizon 2020, vous pouviez faire un petit peu de recherche. Dans les CSA sous Horizon Europe, vous ne pouvez plus. Donc voilà, c'est vraiment une conception plus puriste, je dirais, de la coordination et du soutien. Donc c'est ça les principales différences, mais vous n'allez pas être dépaysé à part ça. Et vous avez les actions cofinancées, là c'est vraiment les partenariats. Donc ce n'est pas des appels auxquels vous répondez vous, là c'est le consortium qui crée le partenariat, qui répond à l'appel et qui ensuite fera ses propres appels à projets. Merci. Et donc maintenant, je vais vous poser, Monsieur Orazio, les mêmes questions. Donc, tu as présenté la structure, donc l'Institut européen de la forêt cultivée. Donc en fait, c'est une structure qui est renée de ses cendres après avoir essayé de fonctionner comme organisation internationale. On a le statut d'association en loi 1901. Et en fait, on est un réseau multi-acteurs. On a une problématique commune qui intéresse pas mal d'acteurs, c'est comment assurer la gestion durable des forêts cultivées, en fait, des forêts de plantation, qui sont la caractéristique qu'en fait, il y a quelqu'un qui décide de planter. Il y a un propriétaire, il y a un gestionnaire qui prend la décision et donc qui doit faire face à des choix du style qu'est-ce qu'il faut planter, comment s'assurer que ça va arriver à terme, parce qu'en forêt, il nous faut 30 ans, 40 ans pour avoir nos produits.
Et puis aussi être en lien avec les besoins de la bioéconomie, puisqu'en fait, les marchés échangent, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de problématiques particulières et qui se posent à un tas d'acteurs très variés. Donc on a les propriétaires forestiers, puisque souvent c'est eux qui ont à faire ces choix. Mais on a aussi les gestionnaires qui travaillent avec eux. On a aussi, par exemple, des coopératives qui sont membres de l'Institut. On a des assurances, puisqu'en fait, il y a des mutuelles d'assurance sur les risques comme l'incendie, les tempêtes. On a une idée assez précise de ce que peut donner une tempête dans la région Aquitaine. Et on a aussi des opérateurs plus industriels, des groupes papetiers qui font de la R&D, le FCBA, voilà. Et donc en fait, tous ces partenaires-là ont un intérêt commun pour la question de la durabilité de la gestion des forêts de plantation. Et nous, on a un rôle un peu de réseautage fort, donc réseautage au niveau régional, échange de connaissances entre la recherche et ses acteurs, et aussi réseautage au niveau international. On anime une task force mondiale, on est représentant sur les forêts de plantation dans l'Institut européen des forêts. Donc on a tout ce travail qui se fait pendant les projets, mais aussi avant et après les projets, savoir connaître l'écosystème national et international autour de cette question, être capable de trouver les bons partenaires, être capable de maintenir des outils produits en commun pendant un projet. Par exemple, on a un projet sur l'adaptation au changement climatique qui a été financé jusqu'en 2013. On maintient l'infrastructure avec les partenaires qui sont en charge de ça. Donc voilà, notre mission, c'est un peu tout ce travail d'interface et de réseautage au niveau national et international. D'accord. Donc oui, c'était un peu ma question suivante. Votre rôle dans les projets, c'est vraiment cette partie plutôt dissémination, partage de bonnes pratiques. Oui, ben là, donc, je vais vous parler de 2 projets dans lesquels on est actuellement. Donc il y a le projet HOMED qui est sur la détection des risques émergents. En fait, avec l'augmentation du trafic de containers, du trafic commercial en général, on a des nouveaux insectes, des nouveaux pathogènes qui rentrent. Donc qui rentrent soit de manière un petit peu soudaine, comme par exemple le nématode du pin qui est en train de tuer les pins maritimes en Portugal, ou soit de manière progressive, comme le calara ou autre, des fronts de progression de pathogènes qui avancent. Et donc dans ce projet-là, on essaye de voir, en étudiant les vagues de contamination passées et présentes, comment ça rentre, par où ça rentre, comment on peut éradiquer ça et quelles sont les chances de succès d'éradication. Et nous, par exemple, là, notre rôle, c'est de faciliter les échanges avec les acteurs chargés de la lutte et de la prévention de ces risques-là. Et puis, par exemple, d'adapter un outil qu'on avait mis en place dans un autre projet pour faire de la participation citoyenne, pour déclarer les dégâts aux autorités régionales dans chaque pays. C'est un outil partout en Europe pour déclarer des dégâts en forêt qui s'appelle Sylvalert. Donc ça, c'est un exemple de rôle qu'on a sur ce projet HOMED. Dans le projet Biforest, donc là, Biforest, il est centré sur tout ce qui est programme d'amélioration génétique. Et donc, en fait, l'amélioration génétique, jusqu'à présent, était essentiellement centrée sur la production de plus de bois ou de plus de qualité. Actuellement, comme je vais l'expliquer pour HOMED, on a le problème de la résilience. Donc, on a des pathogènes qui émergent, on a des conditions climatiques qui changent, plus de sécheresse, plus de stress. Et donc, en fait, il faut adapter les manières de faire ces programmes-là. Il faut adapter aussi les manières de conseiller les propriétaires forestiers dans l'utilisation de ces ressources génétiques. Par exemple, les Nordiques sont très en avance pour dire arrêtez de planter cette variété-là dans tel endroit, parce que le climat, dans 20 ans, il va être comme ça, dans 30 ans, il va être comme ça. Donc, il faut déjà anticiper ça. Et donc, tout ça, ça aboutit à des recommandations aux acteurs, des outils d'aide à la décision. Ça aboutit à aussi des recommandations politiques sur les décideurs qui font les règles. Par exemple, actuellement, on n'a pas le droit de faire importer des provenances du Portugal ou d'Espagne. Peut-être que c'est des choses qu'il faudra remettre en cause dans le secteur forestier. Et donc, voilà. Et donc, nous, notre rôle, il est là. Il est quand il faut formuler les messages aux acteurs, aux messages aux politiques, quels sont les messages qu'on fait passer. Donc, on aide sur les policy briefs, sur des sessions de formation. Et on organise d'ailleurs une magnifique session au mois de novembre, ici, en français, pour les acteurs français sur la question d'amélioration du pin maritime avec Biforest. Et vous avez la date pour... Il me semble que c'est autour du 19 novembre. Okay. Mais sur notre site, ça sera disponible. On mettra dans le chat le lien vers le site.
Et du coup, est-ce que vous faites aussi un peu une action de lobbying pour anticiper notamment les futurs appels à projets? Est-ce que vous avez Alors en fait, oui, notre proximité avec les acteurs nous permet d'avoir des retours très fréquents sur les problèmes qu'ils rencontrent, des problèmes de marché, des problèmes sanitaires, des problèmes... Et on ne fait pas un lobbying directement, puisqu'en fait, il existe déjà des organismes de lobby. Il existe déjà la Fédération des propriétaires forestiers, il existe. Mais par contre, nous, on promeut des questions de recherche, c'est-à-dire qu'on est capable, vu de notre position, de transformer des questions sociétales en questionnement de recherche. C'est-à-dire quand on va voir les généticiens, on leur dit, en génétique, c'est ça qui nous intéresserait. Quand on va voir des entomologistes, on leur dit, vous avez vu, il y a un point d'attention là, on aurait besoin d'outils en ce sens-là, ou bien ces aspects-là de recherche fondamentale, c'est bien, mais pour les opérateurs, comment on fait en pratique? À quoi ça va servir? Donc en fait, on est plutôt dans la reformulation de questions sociétales en questions de recherche qu'en pur lobby en tant que tel. Mais par contre, on répond aux enquêtes qui sont faites dans Horizon Europe ou dans les futures programmations quand ils demandent leur avis sur les sujets. Voilà. Mais on n'a pas un outil de lobby en tant que tel. Nous, on est plutôt de l'échange de connaissances et de la promotion d'idées. D'accord. J'ai une dernière question. Donc, quand on avait discuté, donc, je sais que vous avez participé aussi à des projets Interreg. Donc, alors pour expliquer rapidement, ce n'est pas le sujet de ce matin, les projets Interreg, c'est les projets de coopération transfrontalière ou coopération transfrontalière ou transnationale, qui sera l'objet d'ailleurs de la session de cet après-midi. Quelle est la différence pour vous de participer à l'un ou l'autre des projets? Quel est l'avantage d'Horizon Europe, par exemple, par rapport à Interreg? Horizon Europe, il permet d'avoir des partenariats plus larges, des visions beaucoup plus larges, de finalement couvrir la connaissance acquise sur une thématique de manière très exhaustive. Les Interreg présentent l'avantage d'être très couplés au territoire, d'être très couplés aux problématiques régionales, puisqu'en fait, c'est les régions qui font les agendas. Et quelque part, nous permettent de mettre en place des actions dont les partenaires régionaux voient peut-être plus l'intérêt et l'efficacité. Et puis qui souvent aboutissent à des actions, par exemple, qu'on ne peut pas mettre dans des horizons 2020, comme la construction de marques d'appellation d'origine régionale, comme la création des réseaux des territoires résignés qui est en train de se mettre en place avec le projet Interreg Forêt sur lequel on travaille. On aura aussi la réunion finale au mois de novembre à la région. Et donc c'est vrai qu'en termes d'impact, on voit peut-être plus rapidement dans un Interreg, en ayant plus de proximité avec les acteurs que dans un horizon 2020, en particulier dans un RIA. Même si nous, on est là pour titiller les gens de la recherche, on travaille beaucoup avec l'INRA ou avec le FCBA, justement sur l'applicabilité de leurs résultats. Mais on voit quand même une vraie différence dans l'implication des acteurs régionaux. Ça peut être complémentaire. Est-ce qu'un projet Interreg peut amener ensuite à un projet H2020, enfin Horizon Europe, ou le contraire? Oui, puisque là, on a un très bon exemple. En fait, on a utilisé Interreg Espace Atlantique pour utiliser le gradient atlantique de climat pour étudier l'impact du changement climatique le long de ce gradient atlantique avec un projet qui s'appelle Rainforce. Et cette infrastructure a été payée par Interreg, puisqu'en fait, c'est des sites de démonstration et des sites expérimentaux régionaux. Et là, maintenant, 10 ans après, il y a des gens dans le projet Horizon 2020 qui nous disent est-ce qu'on peut avoir accès aux données générées par cette infrastructure? C'est une infrastructure unique pour étudier le changement climatique en forêt. Donc on voit la complémentarité, les chercheurs viennent se greffer sur quelque chose qui a été fait par Interreg. Voilà. Oui, donc on a vu la complémentarité entre la PAC, entre Horizon 2020, Horizon Europe, et aussi avec les fonds, régionaux, tout est cohérent finalement. On arrive à mettre de la cohérence. Après, il y a besoin de structures qui arrivent à faire le lien entre les projets, entre les échelles de temps, entre les échelles régionales. C'est là où on a un petit rôle à jouer. Parce que des instituts comme l'INRA, comme l'ONF, ont bien plus de capacités que nous. Et nous, on fait un peu le lien. Très bien. Alors, du coup, est-ce que... Donc, toujours pas. Du coup, maintenant, j'ai des questions pour vous deux. Première question, c'est quel est pour vous le principal intérêt de participer à ces projets-là?
Est-ce que c'est d'améliorer votre visibilité au niveau international? Est-ce que ça vous permet, par exemple, de financer des nouveaux projets que vous n'auriez pas pu mener sans ce financement-là? Ou alors ça finance des projets qui, de toute façon, étaient dans les tuyaux et voilà. Je veux bien commencer. Alors, on part rarement de zéro quand on monte un projet, sinon les pas de temps font que ça ne le permet pas. Donc, le financement permet par contre des effets de levier sur des thématiques qui étaient émergentes ou des travaux qu'on mène déjà, mais pour lesquels il manque une impulsion. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant. En termes de vision de la société, je ne pense pas que par le biais de la recherche, parce que nous c'était des cas de recherche, on acquiert de la vision supplémentaire auprès de nos clients. Par contre, on acquiert de la vision et on développe du partenariat de recherche qui nous aussi nous intéresse. Un projet peut permettre de rebondir sur autre chose, de trouver de nouveaux partenaires, éventuellement passer d'un projet européen à une déclinaison plus nationale en renforçant des liens. Donc c'est plus sur cet aspect partenarial que ces projets, au-delà de l'acquisition des connaissances bien sûr, mais c'est aussi après le développement de partenariats qui peuvent perdurer et avoir parfois des effets boule de neige sur... Et vous avez vu justement, donc, sur les 4 projets sur lesquels vous avez travaillé, qu'un projet en a emmené un autre? Par exemple, dans le cadre du projet Remix, il y avait des partenaires suisses ou hollandais qui travaillaient sur l'espèce sur laquelle je travaillais, qui est le lupin. Et actuellement, je suis impliquée dans le montage d'un projet sur financement hollandais uniquement, sur le lupin. Donc voilà, ça peut... On peut aboutir, comme je disais, à des déclinaisons nationales. Là, en l'occurrence, qui n'est pas une déclinaison nationale française, mais ça permet de créer du partenariat et de rebondir sur d'autres sujets. D'accord. Et vous, M. Razio? Moi, je répondrai sur 3 niveaux. Il y a un premier niveau, le modèle économique d'une association, d'un organisme non lucratif, repose pas mal sur notre succès ou pas sur ces projets-là. Le deuxième niveau, c'est en termes de visibilité. Nous, on est sur un sujet qui devient de plus en plus au centre des questions sociétales, c'est-à-dire les plantations forestières. Il y a plein de raccourcis, par exemple, plantation est contraire à biodiversité, où il y a plein d'a priori, il ne faut pas faire de coupe rase, c'est mauvais pour l'environnement. Donc en fait, on donne de la visibilité à ces thématiques en amenant des résultats de recherche, en amenant des travaux de scientifiques. Et puis le troisième aspect, c'est qu'on gagne en légitimité en tant que collectif. C'est-à-dire que quand on est dans une infrastructure comme Rainforce avec 10 partenaires qui est maintenue sur 10 ans, quand on a des outils de partage de données, des applications téléphone citoyennes, des choses comme ça qui sont maintenues par notre collectif, par notre réseau, on a de la légitimité sur des sujets comme la gestion des risques, comme l'adaptation au changement climatique, comme les indicateurs de gestion durable, grâce à tous ces projets qui impliquent de nombreux partenaires. Et vous voyez du coup le poids de votre structure prend un peu de l'importance. Si par exemple vous allez chercher après des financements régionaux, est-ce que le fait d'avoir un projet européen, ça... Oui, tout de suite on est reconnu comme ayant une compétence propre et une légitimité sur ces sujets-là. Et du coup, on parle de l'intérêt aussi le financement. Donc vous êtes financé à 100% en général sur les projets européens. Vous, en tant que grand groupe? Jusqu'à présent, on était aussi financé à 100%. Ce qui va changer sur le nouvel appel Horizon Europe. Là, actuellement, tout à l'heure, quand on parlait du fait qu'un projet peut faire rebondir sur un autre, on est en réflexion pour monter un projet dans le cluster 6, qui est sur le développement d'outils de sélection pour les légumineuses. Et donc là, on est sur des projets avec des TRL plus hauts, et donc le niveau de financement est plus bas, on est à 70%. Mais toutefois, ça reste du même niveau ou supérieur même à des appels à projets nationaux sur des niveaux de TRL comparables. Donc, ce n'est pas un frein, le fait qu'on ne soit pas plus à 100%. En tout cas, pour ce cas précis du projet qu'on est en train d'élaborer. Du coup, c'était aussi une de mes questions supplémentaires. Si vous aviez
l'intention de repostuler, donc vous êtes déjà prêt c'est déjà Alors, dans les grâce tuyaux. à notre partenaire privilégié que je citais de l'INRA Lusignan, oui, on est déjà en train de préparer une réponse à l'appel à projet. Après, pour l'instant, on en est aux prémices. On verra si on ira jusqu'au bout, mais la volonté est là. D'accord. Et vous aussi, vous êtes... Oui, ben nous, en fait, par exemple, on est dans 2 consortiums qui sont passés au Green Deal en février. Donc, en fait, Les derniers appels de l'année dernière. Voilà, donc on démarre le mois de juin avec des bonnes nouvelles. Un sur les méga-feux et un sur la restauration de la biodiversité. Et oui, en fait, nous, comme on a plus de 25 membres dans le réseau qui chacun nous sollicite de voir les opportunités sur des thématiques très variées autour de la gestion durable des forêts cultivées, on est en permanence en discussion et en recherche d'opportunités ou de montage, soit nous directement en tant que structure, soit à travers nos partenaires avec qui on met en contact des différents consortiums pour qu'ils puissent justement s'intégrer dans les projets. D'accord. Merci. Alors, je vois que M. Bretagnol nous a rejoint. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Mais du coup, je vais vous laisser la parole un peu pour nous présenter. Donc, vous êtes chercheur au CNRS, au Centre d'études biologiques de Chizé. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus votre structure et les projets européens dans lesquels vous participez? Oui, alors je vais présenter rapidement. Donc le CNRS de Chizé, c'est un laboratoire à la fois CNRS, c'est une UMR CNRS et Université de La Rochelle. On est une petite centaine au total, en comprenant les étudiants et les contractuels. En termes de personnel permanent, on est environ 35. Donc c'est un laboratoire qui existe depuis longtemps et qui est spécialisé en écologie de manière assez large. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont travaillées dans ce laboratoire. Alors vis-à-vis des projets européens, moi j'anime une équipe de recherche qui a pas mal contribué, pas mal bénéficié de projets européens ces dernières années à travers deux canaux principaux. Le premier, c'est le fait que mon équipe anime une zone atelier. Les zones ateliers sont des plateformes du CNRS. C'est des infrastructures de recherche sur les anthroposystèmes, on va dire, qui s'intéressent à des problématiques environnementales. Et les zones ateliers sont le représentant français d'une infrastructure européenne qui est son miroir en fait. Et cette infrastructure européenne qui s'appelle LTER, Long Term Ecological Research, a bénéficié depuis maintenant une dizaine d'années de différents projets européens. Actuellement, on a 2 projets H2020 parce qu'on est en cours de montage d'une infrastructure de recherche en environnement à l'échelle européenne. On est dans la feuille de route des ESFRI, donc c'est des infrastructures environnementales. Et donc le réseau des zones ateliers fait partie pour la France de ces infrastructures. Et j'émarge donc à 2 projets européens, l'un qui est un espèce d'essai en temps réel de cette infrastructure européenne, et le deuxième qui consiste à monter la gouvernance et le contour finalement de cette infrastructure européenne. Donc ça, c'est la partie zone atelier. Et puis par ailleurs, j'anime un programme de recherche sur l'agriculture et l'environnement, et on bénéficie actuellement d'un autre H2020, d'un gros projet européen qui fait partie des appels d'offres en agriculture biodiversité qu'on a obtenu l'an dernier, qui s'appelle Showcase. D'accord. Et sur ces projets, vous êtes partenaire ou coordinateur? Alors, dans les 2 projets européens sur le réseau européen de recherche en environnement, le CNRS est un partenaire. Il est coordinateur de plusieurs work packages, les WP comme on les appelle. Et moi, à titre personnel, non, je ne suis pas... c'est le CNRS en tant qu'entité légale qui est représenté dans ces deux H2020. Et moi, en tant que zone atelier, en fait, il y a 4 sites en France qui sont des sites pilotes, dont la zone atelier que j'anime. Donc, je participe au total 7 ou 8 work packages sur ces 2 projets européens qui en comptent chacun une vingtaine. Hein, c'est des énormes projets. Donc, je ne suis pas pilote de ces work packages. Par contre, sur l'autre programme européen H2020 Showcase,
Là, je coordonne un des 4 work packages et je coordonne notamment l'ensemble du réseau de sites sur lequel est adossé le projet. Et du coup, donc une question, mais alors, je vais poser la question à tous les trois, c'est que quand on est partenaire d'un projet, au moment du montage, est-ce que vous réussissez quand même à influer sur l'écriture du projet, à imposer vos idées? Alors peut-être je commence par Monsieur Bretagnol. C'est une très bonne question parce que à la fois toute la difficulté et toute la réussite est là, c'est-à-dire que dans ces projets H2020 sur appel d'offres qui sont des très gros consortiums, hein, celui dans lequel je suis, il y a 25 différents laboratoires, 11 pays. Donc bon, il faut arriver à se faire une place, ce qui est vraiment pas toujours très facile. Donc c'est un vrai enjeu. Par contre, si on arrive à se faire une place, et c'est ce qui m'est arrivé dans le projet européen Showcase, là du coup c'est très intéressant, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue gouvernance et d'un point de vue financier. Donc c'est un petit peu un hasard de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé à cette place pratiquement de copilotage du projet. C'est parce qu'en fait, il est construit autour de plateformes de recherche de type zone atelier. Et comme on est la seule plateforme de ce projet, bah, tous les autres pays se sont alignés en fait sur notre modèle. Et du coup, je me suis retrouvé à piloter le work package principal en tant que outil et plateforme modèle. Donc c'est un peu un concours de circonstances et un hasard, une bonne coïncidence, parce que j'ai participé au montage avant celui-là de 4 différents projets H2020 qui ont tous échoué. Donc c'est quand même assez compétitif. Et j'avais pas du tout le même rôle. Donc même question, Monsieur Razio. Ben, en fait, ça dépend du moment auquel on est contacté par rapport à l'appel à projet. Plus on est contacté tard, moins on a d'influence. En fait, quand on est contacté tard, c'est parce qu'on vient chercher une compétence spécifique ou une ressource spécifique qu'il y a dans votre organisation. Quand on est contacté tôt, en fait, on peut influer sur la conception du projet, sur l'organisation des work packages, sur même des orientations stratégiques, sur quel point de l'appel à projet répondre plus spécifiquement. Et nous, on a vraiment tous les cas de figure. Et comme on a participé quand même déjà à plus d'une dizaine de projets européens, sur certaines thématiques, les gens aiment bien avoir notre avis, notamment sur les questions d'interaction avec les acteurs, de partage d'infos, de partage de connaissances. Voilà, souvent, on est écouté quand même. Vous voyez l'évolution entre les premiers projets Oui. Et en termes de financement aussi, j'imagine que du coup, plus vous êtes investi, plus vous arrivez un peu à... Et plus on a de responsabilité dans un projet, plus on a de financement. En particulier, monsieur évoquait d'être responsable d'un groupe de tâches, d'un work package. En général, comme il y a plus de responsabilités, puisqu'on doit suivre les activités de plusieurs partenaires, les financements sont aussi ajustés à la hauteur. D'accord. Oui. Bah, je vais faire le même type de réponse, suivant si on est vraiment en amont dans la conception du projet ou si on est appelé, pour mon cas, dans un des premiers projets, on était appelé parce que partenaire privé, semencier, un peu nécessaire au montage du projet. Donc là, on se retrouve un peu faire valoir et avoir une toute petite tâche. Donc là, en l'occurrence, on dit oui pour... dans les relations de bonne entente avec nos partenaires académiques. Ça m'est arrivé. Et autrement, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une action très structurante dans le montage des projets qui sont, comme disait Vincent, des choses qui peuvent être un peu tentaculaires et un peu énormes. Remix, c'était 25 partenaires, je crois, dont certains regroupés, donc c'était vraiment très gros. Et donc, on n'a pas vraiment eu une influence forte sur le projet. Dans Eucleg ou celui qu'on est en train de monter, les projets sont déjà beaucoup plus centrés sur notre cœur de métier. Donc c'est plus facile déjà d'avoir une action plus forte sur le contenu du projet. D'accord. J'ai également une question, alors plutôt pour Madame Hardig et Monsieur Bretagnol. Je crois que dans vos projets, il y a l'approche multi-acteurs qui était présentée par Alexia Roubi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe concrètement et si vous voyez l'intérêt de ce type d'initiative? Alors pour ma part, dans Remix, il y avait plusieurs... c'était vraiment une grosse partie du projet, mais je n'étais pas dans ce work package-là, donc j'en ai pas une vision très précise.
Sachant quand même que il y avait deux plateformes multi-acteurs en France, dont une qui était pilotée par Terena, donc notre maison mère. Donc je vais peut-être plus parler de celle-là sur laquelle j'ai une meilleure vision. Et donc ça a permis à Terena de revitaliser un réseau qui existait déjà, qui s'appelle les Sentinelles de la Terre. Donc c'est pas parti de rien. Je pense qu'il y a eu d'autres plateformes multi-acteurs qui sont un peu parties de rien et qui ont eu déjà mis presque, sur le temps du projet, 2 ans presque déjà à émerger. Donc là, sur la plateforme française de Terena, bon, ça a permis de développer plus d'activités chez ces agriculteurs qui étaient des agriculteurs pionniers dont la vocation était de développer déjà initialement dans la coopérative de nouveaux outils, enfin des nouvelles pratiques sur leurs exploitations. Donc là, il y a d'autres thématiques qui leur ont été proposées et ça a élargi le champ des possibles et ils ont aussi du coup exprimé des besoins différents. Et ça a été structuré par le service agronomique de Terena. Et la coopérative Terena a été choisie aussi en sujet d'étude sur une filière, comment là en l'occurrence c'était la filière lupin, comment la filière est abordée dans la coopérative et quels sont les freins et leviers et comment modifier la gouvernance. Il y avait vraiment, ça a été le support un peu fil rouge de la deuxième réunion annuelle du projet, de façon aussi à structurer les acteurs du projet. Donc c'était intéressant aussi. Et Monsieur Bretagnol, vous, pareil, c'est plutôt en lien aussi avec la zone atelier, j'imagine? Oui, alors c'est très souvent les appels d'offres H2020, et je pense que ça sera pareil pour la prochaine programmation, quand ils relèvent de l'agriculture et notamment de modification, de transformation des systèmes agricoles, font appel bien évidemment à des partenaires agricoles. Ça n'aurait pas trop de sens de rester dans le strict giron de la recherche. Le cas actuel est typiquement un projet dans ce type-là. Alors, j'ai quand même un petit bémol à apporter par rapport à ces approches multi-acteurs, c'est-à-dire que faire intervenir des agriculteurs, souvent dans l'esprit de ces projets européens, c'est les faire intervenir via des collectifs déjà organisés, des représentations de ces agriculteurs, soit ça peut être en France par exemple des instituts techniques ou des groupements. Nous, ce qu'on a plutôt privilégié, et c'est pas facile à faire passer comme message, c'est qu'on peut aussi travailler avec des acteurs individuels, pas forcément organisés, donc des agriculteurs en l'occurrence. Sur notre zone atelier, on a 450 exploitations et on travaille avec plusieurs centaines d'entre eux. Ils ne sont pas regroupés en un collectif d'agriculteurs de la zone atelier. Et du coup, l'Europe et les évaluateurs, quand ils voient arriver un groupe d'agriculteurs non organisés, en tout cas sans statut administratif, j'ai eu beaucoup de mal dans les projets précédents. Dans celui-là, c'est passé. Et c'est même passé avec un autre type d'acteurs que sont les citoyens, parce que ça faisait partie du texte de l'appel d'offres. Il fallait non seulement travailler sur réinventer l'agriculture avec les agriculteurs, mais aussi avec les citoyens autour des problématiques d'alimentation ou de biodiversité, on va dire, générale à l'échelle des paysages. Et donc là, bon, on est parti avec certains pays qui ont des collectifs organisés et d'autres qui ne les ont pas. Pour l'instant, c'est passé, mais je ne vous cache pas que le revers de la médaille également, enfin, quand on n'a pas ces collectifs organisés, c'est que dans le courant du projet, il faut les organiser, ce qui prend aussi un peu de temps. Donc voilà, je suis un très grand défenseur des approches multi-acteurs, mais l'interface science-société, ça peut revêtir des formes très diverses en fait, qui ne sont pas forcément complètement comprises par les évaluateurs. Très bien, merci. Je me tourne vers Antoine. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 5 minutes. Oui, deux petites questions peut-être. Premièrement, sur l'objectif sur les zones rurales que Madame Rouby a mentionné tout à l'heure, c'est une approche forcément très transversale et aussi multi-acteurs. Comment Horizon Europe peut contribuer finalement à ces objectifs? Il y a certains appels peut-être, mais plus généralement, comment les projets peuvent contribuer, oui, à ces objectifs? Du coup, la question plutôt pour Madame Rouby. Oui.
Oui, merci pour la question. Oui, c'est très intéressant, justement. Donc, la façon dont on prévoit de contribuer à la vision rurale, d'abord, les projets, on contribue beaucoup en amont pour inspirer. Donc, on a tout un portfolio, on a une vingtaine de projets, pour la plupart multi-acteurs, qui travaillent sur le développement rural. Et on s'est servi de leurs résultats et aussi de tous les processus d'implication des acteurs ruraux et des citoyens qu'ils ont mis en place pour inspirer cette vision, notamment pas mal d'actions de prospective. Voilà, donc c'est une première chose. Et après, via Horizon Europe, donc ce qu'on a prévu, c'est des actions qui servent premièrement à développer les connaissances, parce qu'en fait, on manque beaucoup de connaissances au niveau géographique approprié sur les zones rurales. On a des données régionales, mais qui masquent complètement les différences entre les différents types de territoires, urbains et rural, mais dans le rural aussi, les plus éloignés, etc. Donc là, on a des appels sous la destination communities, qui visent vraiment à renforcer la connaissance de la diversité des zones rurales et des différents enjeux et de leur préparation aux transitions qui viennent, etc., qui vont contribuer à l'un des éléments de la vision rurale qui a été publiée hier, qui est la création d'un observatoire des zones rurales européen. Et ensuite, on a un très fort volet sous forme donc c'est l'une des flagships dans le plan d'action rural qui est attaché à cette vision, qui est de soutenir l'innovation pour et par les communautés rurales. Donc les actions d'innovation très proches du terrain qui visent à donner aux acteurs les capacités de développer leurs propres solutions en utilisant des résultats de recherche ou des processus d'innovation, que ce soit technologique, social, organisationnel, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect construire, renforcer l'écosystème d'innovation pour les zones rurales avec les acteurs et les communautés rurales. Donc ça, c'est vraiment un point que Horizon Europe peut lancer et qui évidemment derrière doit être repris et développé et pérennisé par les acteurs locaux à plus long terme, je dirais. Mais Horizon Europe peut lancer un certain nombre de choses, accompagner les villages intelligents qui vont aussi être soutenus par la PAC. Donc là aussi, on a pas mal de synergies à travailler. Merci. Et peut-être une dernière question sur le concept One Health, donc qui mêle une approche générale de l'agriculture, de la bioéconomie, de la santé, de l'environnement. On a vu ce concept prendre de l'ampleur ces dernières années. On le voit apparaître dans les programmes de travail Horizon Europe. On le voit aussi dans les plans de relance régionaux, comme celui du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que c'est un concept qui est familier des intervenants? Et pour la Commission européenne, est-ce que on doit s'attendre à ce que ce concept soit plus structurant à l'avenir dans les appels Horizon Europe? Je vois que M. Bretagnol a... Oui, je veux bien répondre parce qu'effectivement, oui. Alors, on mobilise plutôt, nous, le concept Eco-Health que One Health. Mais bon, c'est un débat presque d'initié. Mais en tout cas, relier les enjeux d'agroécologie, de santé et d'alimentation, ça semble totalement cohérent. D'abord parce que ce sont des enjeux que les citoyens classent à peu près dans cet ordre-là, c'est-à-dire les enjeux de santé et d'alimentation. Une alimentation saine et durable, ça passe aussi par l'agroécologie, ça passe par la santé des écosystèmes, et ça peut se décliner bien au-delà de l'alimentation à travers des pathogènes ou des maladies, l'épidémiologie végétale, les champignons dans les cultures. Tout ça, en fait, recouvre ou fait partie du concept d'EcoHealth. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle le nexus, en fait, alimentation, santé, agriculture. Et c'est quelque chose dont il faut absolument s'emparer, je le répète, parce que ça fait sens scientifiquement et ça parle beaucoup à nos concitoyens. D'accord. Moi, je vais bien compléter parce qu'en fait, le sujet est en train de rentrer dans le champ forestier aussi. Vous avez tous entendu parler des bains de forêt, donc du besoin de documenter. En fait, il y a des études scientifiques avec des médecins et autres qui confirment l'intérêt de ces approches-là. Et puis, il y a plein d'interactions après avec les pathogènes forestiers aussi, c'est-à-dire qu'on a des problèmes avec des processionnaires qui empêchent l'accès à des forêts, qui empêchent les usages récréatifs. Et donc, en fait, c'est un service écosystémique qui n'était pas trop documenté et pas trop identifié pour la forêt et qui, petit à petit, émerge aussi avec ce genre d'appel à projet. Très bien, je vous remercie. Alors, on arrive au bout de la session.
Ah, voilà, non, dernier Oui, je commentaire. disais juste une petite dimension, donc c'est juste pour confirmer que c'est tout à fait une approche importante aussi au niveau européen. Dans le partenariat sur la santé et le bien-être animal, ce sera central. Et il y a aussi des partenariats sous les volets santé d'Horizon Europe qui vont s'intéresser à ça. Et dans le partenariat agroécologie, c'est aussi quelque chose qu'on a tout à fait en tête. J'en profite pour dire qu'ils font partie des projets qui ont inspiré aussi l'idée de ce partenariat sur l'agroécologie. D'ailleurs, il s'appelle Agroecology Living Labs and Research Infrastructures. Et si on a mis and Research Infrastructures, c'est parce qu'on est très intéressé par l'apport des infrastructures de recherche à ce projet d'ancrage territorial et plus long terme et plus d'acteurs aussi à travers ces démarches-là. Voilà, mais One Health, c'est tout à fait structurant pour les appels aussi. Très bien, mais je vous remercie tous les 4 pour votre participation. Merci donc à toutes les personnes qui ont assisté à cette session. Voilà, pour rappel, donc les appels à projets du Cluster 6 sont ouverts pour donc les appels de 2021, mais aussi ceux de 2022. Donc vous pouvez déjà anticiper pour les prochains appels pour l'année prochaine. Voilà, aussi pour vous dire que voilà, cet après-midi, il y a une nouvelle session donc, organisée sur les coopérations transfrontalières. Voilà, donc merci à tous et bonne journée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette session d'information sur l'agriculture, l'agroalimentaire et la bioéconomie. Maintenant, je vous invite de vous connecter cet après-midi à 14h30 pour suivre une autre session d'information portant sur les coopérations interrégionales et les fonds structurels, qui sera animée par Marian Chauveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci, à bientôt. Au revoir.